à parler de ce que nous voyons en Turquie, qui concerne notamment la presse qui est cette liberté fondamentale qui est mise en cause. Nous allons en parler avec 4 autres invités, 4 avocats et avocates qui vont nous dire pourquoi ce dont on va vous parler dans le petit sujet qui arrive est une menace pour vos libertés, pas pour les nôtres, ce n'est pas une affaire corporatiste, pour les libertés de tous. On étudie en ce moment le texte égalité-citoyenneté. Dans ce texte, ce texte est arrivé au Sénat, une disposition, on va dire, qui a créé l'émoi au sein des journalistes et de la presse sur la liberté de la presse. Est-ce que le groupe socialiste va soutenir ce qu'il y a dans ce texte, à savoir une remise en cause de cette liberté? Non, nous ne soutiendrons pas cela. C'est parti d'un rapport qui a été présenté par 2 sénateurs, un de droite, un de gauche. Le gouvernement dépose un amendement pour revenir et nous voterons à l'unanimité cet amendement. Aujourd'hui, il peut y avoir des sujets sur lesquels on discute, mais en aucun cas on ne peut remettre en cause la liberté et l'indépendance de la presse, quel que soit le sujet. Est-ce que vous avez malgré tout compris le tollé déclenché Je l'avais annoncé à mes collègues. C'est une opération purement corporatiste. La grande majorité des gens qui se sont en tout cas pas judicieux, pas opportun. Les gens qui se sont exprimés en disant que nous attaquions à la liberté de la presse, soit est-elle une intégrale mauvaise foi, ce qui peut exister dans votre honorable profession, soit n'avait pas lu nos textes. Très bien, Alain Richard. Comment expliquez-vous que le gouvernement soit toujours férocement opposé à ces amendements? Parce qu'un gouvernement n'aime pas se fâcher avec la presse, y compris quand elle le dénigre elle-même. C'est une question de droit des personnes qui sont insultées aujourd'hui sans avoir la moindre possibilité de réparation du préjudice qui leur est causé, qui peut être très grave. Donc, la liberté de la presse, comme toute liberté, a ses limites. C'est ce que dit la Déclaration des droits de l'homme. Retour à Mediapart pour ce Mediapart Live hebdomadaire où nous essayons de défendre, promouvoir, mettre à l'agenda les sujets qui nous concernent tous et qu'hélas les médias dominants, les médias conformistes, les médias de l'information en continu oublient. Ce dernier plateau est sur une question essentielle. On est au cœur d'un journal, la liberté de l'information, qui n'est pas un privilège des journalistes, qui est un droit des citoyens, le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public. Ce ne sont pas des phrases en l'air. Un pouvoir qui est aux portes de l'Europe, le pouvoir turc, qui est membre de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, le pouvoir de l'AKP de M. Erdogan, en prenant prétexte, comme toujours, d'un incident sécuritaire, en l'occurrence un coup d'État, un petit putsch rapidement avorté, s'en prend à toutes sortes de libertés. Je voudrais qu'on dédie ce dernier plateau sur la liberté de la presse en France aux 140 journalistes turcs qui sont aujourd'hui en prison, aux près de 200 médias qui ont été fermés depuis ces quelques mois derniers, aux 3000 journalistes qui sont aujourd'hui privés d'emploi, à tous ceux qui sont donc emprisonnés, victimes de rafles, de purges ou qui sont en exil. Donc, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler de ce sujet que vous avez vu, comment des parlementaires, des sénateurs en l'occurrence, de droite et de gauche, un ancien ministre de la Défense, Alain Richard, ont proposé un amendement dont nous allons vous expliquer pourquoi il met en cause un droit fondamental. Pour en parler, 4 avocates et avocats. Marie-Laure Barré, vous êtes avocate spécialiste du droit de la presse et vous avez été longtemps dans un cabinet, celui d'Henri Leclerc, qui est l'avocat traditionnel d'un quotidien, Libération. À côté, ou plutôt en face de vous, Renaud Le Gunéec. Vous êtes quelqu'un que nous connaissons bien à Mediapart parce que nous menons un combat commun dans l'affaire Bettencourt, puisque vous êtes l'avocat du Point et nous nous sommes retrouvés souvent ensemble à défendre les mêmes principes et vous avez sonné l'alarme sur le site du Point dans une tribune immédiatement après ce vote. En face de vous, Emmanuel Torgman, qui est avec Jean-Pierre Mignard du cabinet Lysias, l'avocat de Mediapart depuis le début, et avec qui nous menons tous ces combats. J'ai dit donc Libération, Le Point, Mediapart, et maintenant France Inter et Le Parisien. Je cite pour dire que non seulement vous êtes des juristes compétents, mais vous défendez des journaux, un journal populaire comme Le Parisien, la radio de service public, Basile Adair. Basile Adair, vous êtes aussi blogueur sur Mediapart, et dans le club de Mediapart, vous avez
publié, là, ces derniers jours, le 15 novembre exactement, donc hier, une tribune parlementaire, très détaillée, parlementaire, ne touchez pas à la liberté d'expression. Et vous mettez en évidence pourquoi l'ensemble de ce dispositif est très grave. Vous dites qu'après les sérieux reculs qu'emporte la pérennisation de l'état d'urgence, nous venons d'en parler, sur nos libertés individuelles, en permettant d'arrêter les citoyens et de leur imposer des mesures de sûreté sur de simples présomptions, avant tout commencement d'exécution, une telle réforme s'attaque à une autre de nos libertés fondamentales en mettant à bas des règles plus que centenaires qui ont fait leur preuve. Expliquez-nous pourquoi c'est si grave. Merci de m'accueillir pour en parler. Tout d'abord, je suis très content d'être dans vos murs. C'est si grave parce que ça a été fait de manière quasi cachée, subrepticement, à la faveur de l'été. Cette loi sur la citoyenneté et l'égalité prévoyait une petite réforme s'agissant de la lutte contre les propos racistes. Et les sénateurs s'en sont emparés pour mettre à bas les amendements qu'ils ont proposés et ceux qui ont été votés en première lecture sont une œuvre de destruction massive de notre bonne vieille loi de 81. Vous dites deux choses, c'est le juge peut requalifier et deuxièmement, on peut contourner, trois choses plutôt, on peut contourner par la responsabilité civile et enfin, on peut modifier la prescription. Expliquez-nous ces trois choses pédagogiquement, même si j'invite tout le monde, c'est en accès libre, à vous lire dans le club de Mediapart. C'est un peu technique, mais c'est assez fondamental. La première, c'est que la loi de 81 est une loi pénale, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur un principe de droit pénal fondamental. Il n'y a pas de peine sans loi. On doit très précisément trouver dans la loi ce qui est interdit ou ce qui est restreint. Et de ce point de vue, ça s'inspire de la responsabilité pénale. S'il n'y a pas une disposition légale très précise, très compréhensible, très prévisible, qui prévoit que tel comportement est pénalement sanctionné, on ne peut pas punir. Donc c'est le même principe qui a été adopté et qui découle directement des grands principes de la déclaration de 1789. De par cette exigence, il faut, lorsqu'on attaque un journal ou quelqu'un qui s'est exprimé publiquement, et donc on porte atteinte à une grande liberté fondamentale qui est la liberté d'expression, on doit très précisément dire ce dont on se plaint et en vertu de quelle disposition particulière. Est-ce que c'est de la diffamation? Est-ce que c'est de l'injure? Est-ce que c'est de l'atteinte à la présomption d'innocence? Est-ce que c'est de l'atteinte à la vie privée? Et le journal qui se défend, à qui on annonce les choses, on lui dit tel passage est constitutif d'une des infractions de presse, et voilà l'infraction que je vise. C'est tout de suite ce sur quoi il doit s'expliquer, et si c'est de la diffamation, il doit, dans les 10 jours, parce que c'est un procès qui était prévu pour les législateurs de la 80 comme devant se régler très rapidement. Le désordre social doit faire son offre de preuve doit faire son offre de preuve dans les 10 jours en disant, voilà, eh bien écoutez, certes c'est peut-être diffamatoire, mais j'avais raison de le dire parce que c'est vrai. Et là, on ne va pas savoir de quoi on est accusé. Là, avec la réforme qu'on nous a faite, on permet au juge de requalifier. C'est-à-dire que vous pouvez être attaqué, vous, Mediapart, sur le terrain de la diffamation, vous défendre en faisant une offre de preuve, ce que vous faites sans doute habituellement dans vos dossiers, en disant mais je l'ai publié parce que c'est vrai. Grâce à nos excellents avocats, on gagne. Et surtout grâce à vos excellents journalistes, vous avez les preuves. Mais c'est vrai qu'il est excellent, ça j'en disconviens pas. Vous pourrez retrouver avec un jugement qui vous dit écoutez, c'est vrai, diffamation, pas de problème, mais je trouve que c'est quand même injurieux, ou que c'est quand même attentatoire à la vie privée, ou que c'est quand même attentatoire à la présomption d'innocence. Je requalifie in fine. Ça veut dire que c'est comme sur un code dans la route, oui. Le policier change les règles du code de la route. Il change les règles. En tout cas, il vous dit, vous venez sur un procès, vous vous expliquez sur le terrain que vous pensez être celui qu'on vous reproche, et au bout du jour, finalement, ce n'est pas de la diffamation, c'est de l'injure. Je vous condamne. Requalification. Donc ça, c'est un bouleversement total du procès de presse, et c'est surtout une atteinte fondamentale au droit de la défense. Prescription, voilà. Par ailleurs. Alors, prescription. Alors, au début, vous avez dit tant que c'est sur Internet, la prescription ne court pas.
Donc en fait, c'est imprescriptible, puisque ce que vous avez sur Internet, ça reste toujours sur Internet. Je rappelle Donc, que les délits de presse ouais, sont, classiques, pardonnez-moi, c'est un délai de 3 mois, Voilà. hein, et parce que voilà, autrement Parce ça que veut le dire désordre social, il est créé au moment de la révélation. Et puis la nouvelle du lendemain, chasse, etc. Au bout de 3 mois, on considère qu'il n'y a plus de problème. Donc là, Si on n'a diabolisant le numérique, Voilà. ils ont considéré que tout ce qui était sur le numérique, Alors, on dans pouvait un le premier- poursuivre comme on voulait. dans un premier non, je temps. parle les auteurs de Voilà, l'amendement. Exactement. Et Je ils veux avaient dire- dit, tant que ce n'est pas retiré, la prescription ne court pas. Donc, en fait, on pouvait attaquer tant vous voulez. Et vos journalistes qui, très précautionneusement, gardent leurs preuves pendant 3 mois, et puis savent que si au bout de 3 mois, ils peuvent déblayer leur tiroir et mettre les preuves suivantes, là, pouvaient être attaqués jusqu'à la fin des temps. Tant qu'en tout cas, vous laissiez vos articles en ligne. Là, le Sénat s'est rendu compte que ce n'était pas admissible. C'est ce qu'on a vu. Le, voilà. le gouvernement s'est dit Non, il faut là, réagir. voilà, c'est mais, pas- ouais. Mais ils ont quand même porté à 1 an la prescription. Et donc vous avez un double régime en l'état du texte qui est proposé à l'Assemblée nationale. C'est la raison de ma chronique en disant faites attention à ce que vous allez voter. Les conséquences ne sont pas minces. Il y a une discrimination à l'égard de l'Internet qui est difficilement compréhensible. Et pas seulement à l'égard de l'Internet, une discrimination. On a dit que c'est un droit des citoyens. Ouais. Le numérique, c'est un accès à tout Voilà. le monde Alors, pour la contribuer. dernière Les chose- journalistes seraient... Allez-y. Alors, la dernière chose, c'est que le principe de spécialité de la loi fait que quand vous avez une loi spéciale qui prévoit un cas de figure, le droit commun s'écarte. Hein, c'est un principe latin que mon voisin de date vous dirait mieux que moi, de droite vous dirait mieux que moi, mais qui est assez compréhensible. On prévoit un cas particulier, ce cas particulier s'impose au droit commun général. Ce qui fait que la jurisprudence constante, en tout cas depuis une vingtaine d'années de la Cour de cassation, écarte les dispositions du régime général de la responsabilité, qui veut que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui qui l'a causé à le réparer. Ça, c'est le principe de responsabilité civile. Qui d'abord, n'est pas enfermé dans une prescription courte, et qui est le moyen habile qu'auraient trouvé les gens qui peuvent se plaindre d'articles publiés. Écoutez, ce que vous dites là me cause un préjudice incontestable. Vous dites que moi, commerçant, je fais mal les choses, je n'ai plus de clients, ou moi, homme politique, j'ai fait des choses atroces, on ne vote plus pour moi, donc ça me cause un préjudice. Donc il y a une faute, donc je vous demande réparation. Tant qu'on est dans le strict cas prévu par la loi de 81, qui est celui de la diffamation, en l'occurrence, on est encadré par des règles précises, l'offre de preuves, etc. Est-ce que c'est attentatoire à l'honneur, à la considération? Donc le régime général de la responsabilité civile est écarté. Or, ce qu'ont mis les sénateurs, c'est la possibilité pour celui qui se plaint d'écarter la loi pénale diffamation et de se contenter de la responsabilité civile. Alors c'était 1382, c'est 1100, je sais plus quoi, 46, quelque chose comme ça. On vient de changer la numérotation, alors pardonnez-nous, on n'est plus tout à fait au fait, mais c'est tout récent. Et on laisse au juge, écoutez, franchement, ce qu'a publié Mediapart à mon sujet est effroyable. Donc je vous demande de considérer que c'est fautif et de m'accorder les dommages d'intérêt, souvent substantiels, que je réclame, en écartant toute la loi de 81. Au moment où ce texte est passé, la presse s'est évidemment opposée en disant attendez, on a un régime spécial, une loi qui a fait ses preuves, qui existe, qui a 130 ans, qui a une jurisprudence très abondante. On va nous faire la responsabilité civile, c'est pas possible. Alors là, ils ont eu un peu peur de vous. Ils ont dit voilà, si vous êtes journaliste, mais que vous avez souscrit une charte. Une charte de déontologie. Non seulement il faut avoir la carte professionnelle, mais il faut être dans un organe de presse qui a souscrit une charte de déontologie. Là, vous êtes privilégié, vous êtes à part. Mais pour le reste, ploum. Voilà, ploum. Alors, évidemment, on recrée des privilèges, on recrée une société d'ancien régime, des catégories. Il y a un régime noble qui reste le régime ancien, diffamation, offre de preuves. Et le blogueur, pour tous les autres. Mais le blogueur, les personnes que vous interviewez, les directeurs de publication, sauf si vous avez la carte de journaliste, il faudra vite, vous concernant, la montrer, hein, ça sera utile. Ne vous inquiétez pas, on l'a. Mais tous les directeurs de publication ne sont pas journalistes professionnels, tous les éditeurs de livres ne le sont jamais. Et donc, un double régime, franchement, qu'on a du mal à comprendre. J'ose espérer, si ça venait à être adopté mais j'ose le croire, par le Parlement, que le Conseil constitutionnel y trouverait une inégalité devant la loi non justifiée par l'effet de la cause. Mais enfin, il faut quand même les alerter sur les conséquences de telles réformes.
Bon, c'était compliqué à expliquer Non, non, mais si rapidement, voilà. Renaud Le Gunier, comment expliquez-vous que ce truc arrive avec 3 parlementaires bon, depuis que vous avez poussé un des premiers, votre coup de colère sur le point, comment expliquez-vous cette offensive? Alors, au début, on a tous cru, je crois, que c'était une espèce de réforme faite de bonne foi par 3 sénateurs qui n'avaient pas forcément pris la mesure très grave des amendements qui étaient proposés. Et puis en regardant d'un peu plus près, on a quand même eu une inquiétude parce que les amendements en question étaient très pesés. Comment dire, c'était vraiment des petites phrases assez qui passaient presque inaperçues, assez techniques, un petit peu disparates comme ça dans le projet de loi, et qui, quand on les regardait bien, étaient vraiment comme des petites charges placées comme ça à 3 ou 4 endroits fondamentaux de la loi sur la presse pour vraiment la faire s'écrouler purement et simplement. On voit bien cette détermination en entendant Alain Richard, Absolument. qui semble avoir, en tant qu'ancien ministre, homme d'État, un compte à régler avec ce droit de savoir. Il dit les journalistes ne sont pas au-dessus des lois, etc. Alors, il dit ça et il a même écrit dans un droit de réponse que Le Point d'ailleurs a publié en partie. Nous-mêmes, on en a reçu un aussi. Absolument. Et il l'a écrit par exemple à propos de cette possibilité dont vous parliez à l'instant de requalifier pour le juge, de requalifier les délits de presse en d'autres délits à volonté comme ça, dans le flou le plus total. On a lu sous la plume de monsieur Alain Richard que il n'était pas normal d'interdire au juge de requalifier une diffamation en injure ou une injure en atteinte à ceci ou cela, parce que, de la même manière, on n'imaginerait pas qu'un juge saisi de poursuite pour vol ne puisse pas considérer qu'en fait c'était une escroquerie. Voilà. Donc on avait ce type de comparaison quand même sous la plume. On n'est plus dans le droit fondamental. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une volonté très très nette et très ferme de récuser totalement le droit de la presse en tant que régime spécial, protecteur de la liberté d'expression. Et ce type de comparaison, qui n'est pas nouvelle, on l'a entendu souvent, mais avec un voleur ou un escroc, est quand même un peu impressionnante quand on y pense intellectuellement. Voilà le genre de choses qu'on lisait. Et effectivement, on se rendait compte que la manière dont les amendements étaient rédigés de manière en fait assez fine et très subreptice, montrer qu'il y avait quand même là vraiment une volonté de porter vraiment atteinte à la loi sur la presse dans sa logique, dans ses fondamentaux. Et de la même manière, on s'est rendu compte qu'il y avait une volonté quand même réelle d'y porter atteinte. C'est ce que disait Basile à l'instant, au moment où, devant cette levée de bouclier sur les amendements, la commission ad hoc, comme on dit, qui travaillait sur le projet de loi au Sénat, a proposé des amendements de substitution, alors effectivement en les modifiant un peu, en faisant mine de faire un peu marche arrière sur quelques points particuliers. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une volonté, d'abord une technicité des amendements qui montrait qu'il y avait quand même quelqu'un qui, manifestement, les avait pensés, rédigés, reformulés, etc. Et moi, je crois que tout ça, en fait, n'est pas un hasard et le signe. Il y en a d'autres actuellement, par exemple une décision du Conseil constitutionnel très récente sur le secret des sources, qui est également à cet égard assez inquiétante. Je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui, depuis peut-être 1 ou 2 ans, et ce n'est pas un hasard, une tentation d'un reflux sur la liberté d'expression, sur le droit de la presse, et qui comme ça se manifeste. Vous dites que ce n'est pas un hasard. Il y a eu un attentat à Charlie Hebdo. Oui. Tout le monde s'est dit la liberté, y compris la liberté de caricaturer, de blasphémer, de ceci. On est là pour la liberté. Et depuis, en 2 ans, en fait, y compris cette liberté-là, les pouvoirs, de gauche comme de droite, si je comprends bien, et les pouvoirs économiques derrière, veulent qu'elle recule? Oui, je crois. Très sincèrement, je crois. Alors, consciemment ou inconsciemment, mais je crois qu'il y a une espèce d'étiolement du surmoi démocratique, du surmoi à la liberté d'expression, et qui est dû, oui, sûrement au contexte des attentats. Et vous le disiez à l'instant très justement, je crois qu'aucun pouvoir n'aime la liberté de la presse et d'expression, par définition. Aucun pouvoir de droite ou de gauche n'a sincèrement envie de renforcer le secret des sources ou de renforcer la liberté de la presse. Je crois que c'est une réalité. C'est une pente naturelle.
Et je crois que dans un contexte comme ça d'attentat, d'atteinte à la sécurité nationale, etc., cette pente naturelle, elle s'incline de plus en plus. Et on arrive assez vite à des propositions de loi, des amendements, des réformes, des mauvais réflexes qui, oui, sont assez inquiétants. L'occasion fait le larron, au point de mettre en cause cette pédagogie fondamentale. Vous le rappelez, Basile Adder, dans votre texte, Mirabeau, cette liberté dont nous parlons, c'est le droit le plus... C'est pour ça que je parlais de la Turquie, c'est pas un hasard s'il fait ça. C'est le droit le plus précieux de l'homme parce qu'il est protecteur de toutes les autres libertés publiques. Si je ne sais pas, si je ne suis pas informé, je peux voter en étant aveugle pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur, pour mon pire dictateur, pour la pire catastrophe. Absolument. Alors, Emmanuel Torgeman, je m'en souviens très bien, vous avez tout de suite sonné en disant « Mediapart n'en fait pas assez, ça ne va pas, etc. » Le journal que vous défendez, et vous nous avez appelé, envoyé des mails. Question, bien sûr qu'il y a eu un peu de mobilisation, etc. Mais, par exemple, vous êtes avocat. Vous êtes du côté donc, de la défense. L'ordre des avocats se mobilise. Votre profession tout entière se mobilise. Est-ce qu'il y a une chance, les parlementaires, les députés, ça revient la semaine prochaine, ce qui a été voté au Sénat. Je crois que ça a même été, retiré, purement et simplement. Les amendements ont été... Il y a eu un vote là tout récent qui a retiré tous les amendements qui avaient été déposés. En commission. En commission. En commission. Mais c'est pas fini, c'est pas joué. C'est pas fini, mais bon, c'est pas joué. Mais il y a déjà un signal qui est quand même donné néanmoins. En commission de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Bon. Donc là, aujourd'hui, en tout cas, il y a une volonté de revenir à l'état antérieur. Mais je pense que la question que vous posez est importante parce que je crois qu'il y a quand même un besoin de pédagogie aussi des gens. Je pense que, et vous introduisiez votre débat tout à l'heure en disant c'est pas corporatiste, c'est vrai, mais on fait tous ici de la presse, on défend des journaux. C'est quand même ce qui ressort parce qu'il faut aussi comprendre, vous le disiez, la liberté d'expression, c'est le droit de savoir du citoyen. Et parfois, on a le sentiment qu'un journaliste, un directeur de publication ou un journal, il défend un peu son précaré. Et je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de pédagogie pour... Comme Basile le rappelait, c'est vrai que c'est une loi qui est spéciale, mais il y a le premier article, c'est quand même fondamental, c'est que la liberté d'expression, c'est le principe. C'est le principe, c'est-à-dire qu'on est dans une société où la liberté d'expression, on doit pouvoir s'exprimer librement, avec, bien sûr, des garde-fous. On ne peut pas tout dire, mais à partir du moment où... Vous voulez dire, pour être plus précis, puisqu'on fait de la pédagogie, c'est-à-dire dire... La liberté d'expression, c'est le droit de dire. Et si on dit des bêtises, on en rend compte devant un juge. Et si on dit certaines bêtises que la loi va qualifier comme telles, on en rend compte. Évidemment, on en rend compte. Mais on a le droit de dire. Mais on a le droit de dire. Et c'est pour ça que parce que quand on regarde ces amendements, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit, et je ne veux pas ici, au contraire, les défendre, mais il y a quand même ça traduit quand même un malaise. Il y a quand même une vraie difficulté. Ne fermons pas les yeux sur les problèmes que pose Internet et l'expression. C'est un vrai problème. Le problème de l'anonymat, le problème des sites qui sont hébergés à l'étranger. Et il y a un autre problème qu'on connaît tous, c'est un problème d'audiencement, par exemple. On disait avant, la prescription était de 3 mois parce que, bien sûr, il fallait la paix sociale et éviter que les gens aillent se mettre dans un duel pour dire « tu m'as diffamé ». Très bien, 3 mois. Là, maintenant, devant la 17e, à Paris... C'est 1 an et demi avant que le procès soit fait. Donc il y a quand même aussi... Il y a un embouteillage. Il y a un embouteillage, il y a, je pense, évidemment pas assez de magistrats. D'ailleurs, il y a des décisions qui sont prises pour même supprimer les audiences. Il faut aussi qu'on fasse comprendre que cette liberté, c'est pas un texte pour les journalistes, c'est un texte pour l'expression, pour tout le monde. Et ça protège évidemment les journalistes parce que c'est son métier d'informer. Mais le citoyen, et Internet en est la preuve la plus vivante, le citoyen, il prend. Vous avez je ne sais pas combien de blogs sur Mediapart, il y en a dans Le Point, il y en a dans tous les sites. Ça veut dire que les gens ont un besoin de s'exprimer. Il faut leur faire comprendre que cette loi, elle est protectrice de l'expression et pas d'un statut. Or, c'est vrai que les avocats ne sont pas énormément mobilisés pour défendre cette liberté qui est quand même fondamentale, qui est le cœur de notre démocratie. Parce que sans expression libre, il n'y a pas de démocratie. Qu'il faut, puisque vous parlez du numérique et qu'on est dans un journal participatif et qu'il y a tous les réseaux sociaux, il faut rappeler que ce droit fondamental que nous défendons, c'est aussi celui de dire si j'exprime quelque chose qui peut blesser, qui peut, etc., non seulement il est possible que j'ai à en rendre compte, et dans ce cas-là, soit j'arrive à prouver que, etc., la personne a commis... Mais je vais vous dire, mais il peut aussi arriver que ce ne soit rien et que de l'expression, et donc c'est la liberté. C'est ça qu'il faut faire comprendre, c'est que l'exception, c'est la restriction de l'usage de la liberté. Le principe, c'est que la parole, elle est libre. Elle est libre. Et parfois, on peut dire des choses qui sont désagréables,
mais on ne doit pas restreindre la liberté. On a défendu pour Charlie Hebdo, je le rappelais. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, heureusement, c'est-à-dire que c'est le rôle du juge de venir dire à un moment, voilà, ce que vous avez dit, où ça tombe dans la définition de la restriction de l'atteinte à la liberté d'expression, ou sinon, c'est libre. On a le droit de s'exprimer, et on a le droit, c'est un droit, de dire des choses qui sont désagréables, qui sont dérangeantes, dès lors qu'elles ne rentrent pas dans les infractions strictement prévues par la loi. La loi de 1881, à l'époque c'était du papier, l'imprimerie et la librairie sont libres. Point. Exactement. C'est-à-dire que j'ai le droit d'imprimer et de diffuser, je n'ai pas de sauf, je n'ai pas de restriction. Et vous voyez bien dans ce qu'on a entendu tout à l'heure d'Alain Richard, lui, il reste ancré sur cet ambigu article de la première déclaration des droits de l'homme de 1789, où déjà ça les dérangeait, et c'est la seule liberté fondamentale où ils ont mis un sauf. Bien sûr, mais ils ne l'ont pas formulé comme un droit fondamental, ils disent sauf à en rendre compte, comme si elle était sous surveillance. C'est souvent les saufs qui sont dangereux. Il vaut mieux avoir un principe d'abord et des restrictions ensuite, sous contrôle du juge, bien sûr, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même le juge et le gardien constitutionnel de la liberté. C'est lui qui vient finalement dire, c'est sa mission constitutionnelle de dire, est-ce que là, on est dans un cas où on peut restreindre une liberté? Marie-Laure Barré, est-ce que quand même, par rapport à ce qui nous occupe là, et qui va peut-être, espérons-le, bien se terminer à l'Assemblée, on va voir, en tout cas l'alerte est nécessaire, est-ce que quand même on n'a pas quelques trains de retard, puisque déjà, ces dernières années, sous cette présidence et sous cette législature, il y a eu des grosses encoches à la loi de 1881, à la liberté non pas de la presse, mais la liberté de dire que garantie. Je rappelle, et Mediapart l'a rappelé en septembre dernier avec une enquête de Jérôme Ourdeau, l'apologie de terrorisme est de plus en plus réprimée et sévèrement, qu'en 1914, il n'y a pas encore les attentats, c'est une loi défendue par Christiane Taubira, il y a eu la décision, le vote, de transférer le délit d'apologie du terrorisme, qui peut toujours être sujet à interprétation selon quel pouvoir dit que vous faites l'apologie du terrorisme, a été sorti de la loi sur la liberté de la presse, facilitant sa répression. Nous en avons fait le bilan. On se retrouve quand même en 2015 avec 385 peines, en 2016 avec des peines de prison qui vont jusqu'à plusieurs années. On l'a documenté sur Mediapart. Il y a des cas évidemment pendables où il y a derrière une activité terroriste, mais la plupart, on se retrouve avec quelqu'un qui a un coup dans le nez, on se retrouve avec quelqu'un qui est un peu à la ramasse, etc., qui n'ont pas fait d'acte, qui ont simplement exprimé quelque chose qui est discutable et qui se retrouvent aujourd'hui, hors donc de cette loi protectrice, condamnés à des peines de prison. Ça illustre assez bien le mouvement qui s'opère. Et vous posiez la question de savoir pourquoi. Moi, j'ai un sentiment d'une peur et de choses assez paradoxales, d'ailleurs. On a le sentiment que c'est la peur qui est derrière tout ça, à un moment où, au contraire, on est dans une situation difficile avec le terrorisme. On a des libertés importantes qui sont attaquées. Vous reparliez de Charlie Hebdo et en effet, ce droit à la caricature, ce droit à rire, ce droit à blasphémer qui est attaqué de l'extérieur. Et de manière paradoxale, c'est nous, de l'intérieur, qui envisageons de limiter les choses, de sortir de la protection de loi de 1881 pour se retrouver en effet exposés. Et c'est un recul des libertés, mais qui est un recul... Vous évoquez justement le droit commun et sur le fait que des choses peut-être un peu anecdotiques de quelqu'un qui a un coup dans le nez et qui en effet va s'exprimer sans que pour autant il y ait une diffusion vraiment importante et qu'il y ait un sens vraiment important à ce qui est en train de se passer. On assiste à un recul des libertés et ce serait notre manière à nous de répondre à la peur qui justement est en train de s'installer et qui est ce que souhaitent les terroristes. C'est inquiétant. C'est inquiétant et c'est pour ça qu'en effet, il faut protester et il faut empêcher que ce genre de choses puisse arriver. Il faut lutter pour que l'expression puisse continuer à se faire librement avec certaines limites. Alors, j'entendais ce que disait mon confrère Torgeman. C'est vrai que moi, il y a quand même des choses qui me choquent et il y a des limites à cette liberté d'expression. Et c'est vrai que la loi les pose. Il y a des limites qui sont la présomption d'innocence.
Et c'est vrai que là-dessus, la presse a un rôle qui est compliqué. On est dans un temps judiciaire qui est très éloigné du temps médiatique. Et on a assez souvent, on a assez souvent un temps médiatique qui est rapide. On a des gens qui sont parfois livrés en pâture, avec une incapacité à se défendre comme devant un tribunal où on est assisté, on n'est pas seul, on a un avocat, on a la possibilité de demander des investigations, on a des vraies possibilités de se défendre. Et au fond, les comptes qu'on a à rendre, c'est devant la justice. Devant les médias, les choses sont très différentes. Avant d'être jugé, alors que la presse se fait l'écho, en effet, de l'avancement d'un dossier, ça peut être extrêmement dommageable pour quelqu'un, extrêmement lourd de conséquences. Et vous le savez, quand le procès aboutit à un non-lieu, le retentissement de ce non-lieu ou de l'issue de ce procès est généralement assez éloigné du retentissement des déclarations fracassantes qui ont pu avoir lieu dans un dossier et dont les médias se font la presse. Et je ne sais pas, s'il n'y aurait pas un lien, et puis je crois que vous êtes bien placé, votre journal est bien placé pour savoir que vous avez participé à des affaires, à la révélation de certains faits dans des affaires politico-financières importantes, qui occupent... Oui, vous continuez, et puis je pense que vous ne vous arrêterez pas, et c'est une bonne chose. Mais vous avez, participé à ça. Il est quand même intéressant de voir que les attaques qui se font contre la presse, elles sont en parallèle de ces choses-là. C'est-à-dire que vous avez à la fois d'un côté la peur que j'évoquais dans le cadre du terrorisme et des attaques sur nos libertés, mais vous avez aussi également des attaques contre l'expression et les informations que vous donnez dans des affaires politico-financières. Vous apportez des éléments, alors parfois de manière un peu abrupte, parfois de manière un peu difficile, parfois de manière dommageable pour la défense de quelqu'un. Mais ça, c'est une question d'éthique, et puis c'est pas ce soir qu'on va en débattre. Je peux mais... répondre. Allez-y, pardon. Je vous en prie. Non, je ne peux pas répondre pour les médias ou pour la presse, mais pour Mediapart, nous connaissons par cœur ici les conditions de la bonne foi, qui n'est pas seulement la légitimité du but poursuivi, qui est le sérieux de l'enquête, qui est la modération dans l'expression, qui est l'absence d'animosité personnelle, qui est le respect du contradictoire. Nous essayons, après chacun en est juge, hein, c'est-à-dire le lecteur et les personnes concernées et les juges, mais puisque votre consoeur met un contre en disant attention, il y a certes cette peur et tout, et on est tous d'accord, mais il y a aussi, parce que si je vous ai bien compris, Marie-Laure Barré, il n'y a pas seulement des pouvoirs qui veulent s'attaquer à une presse qui les dérange par ces révélations, il y a aussi une presse, des médias qui iraient trop vite, qui ne respecteraient pas assez la présomption d'innocence, qui mettraient des noms en pâture. Vous qui défendez Le Point, France Inter, le Parisien, Mediapart, est-ce qu'on est vraiment dans ce moment-là ? En fait, c'est deux questions différentes de mon point de vue. Je pense que Marie-Laure a raison. Il y a quelquefois un empressement à présenter quelqu'un comme coupable. Et il y a des journaux qui se sont trompés, hein, et qui ont causé des dommages sérieux. Mais aujourd'hui, la loi française, surtout depuis la modification de 93, qui était une grande loi pour les victimes, complétée par la loi Guigou du 15 juin 2000, sont protégées. Elles ont les moyens de faire savoir qu'il y a eu une atteinte à la présomption d'innocence, et surtout, elles ont les moyens, souvent qui ne sont pas utilisés, on peut se demander pourquoi d'ailleurs, de faire connaître dans tous les journaux qui les avaient attaqués, en même place, même caractère, en réouvrant un droit de réponse, en réouvrant une action en diffamation, dès lors qu'elles peuvent s'appuyer sur une décision définitive d'innocence. Donc ça, c'est vrai que... Moi, je crois fondamentalement, pour rebondir sur ce qu'a dit Renaud à l'instant, on ne s'est pas expliqué que tout d'un coup, on nous porte des coups de butoir à des centres nerveux de la loi de 81 aussi fondamentaux que la requalification, la prescription, la possibilité de le détourner, d'aller sur la responsabilité civile. Il y a une hostilité du pouvoir politique et des parlementaires vis-à-vis de la loi que moi, depuis 30 ans que je fais ce métier, je constate, et toute occasion est belle pour tenter, si ce n'est de l'abolir, en tout cas d'en diminuer le système
Protecteur, c'est vrai, protecteur. Mais c'est une chose dont on doit être fier dans notre démocratie. C'est une très belle loi. C'est une très belle loi. Le législateur de 1880 est profondément moderne. Il sait qu'il faut protéger le juge contre son propre arbitraire, contre ses idées, ses émotions, ses indignations. Et il garantit l'impartialité du juge en fixant des conditions de constitution des délits qui sont objectives. Donc ça, c'est magnifique. Alors pour dire quoi ? On se dit, oui, vous avez accusé des gens à tort, trop vite. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Pour l'instant, pas nous. Hein. Non, je dis vous, parce que moi, je l'ai tellement entendu voilà, pour les journaux que j'ai sûr. l'honneur de défendre. Évidemment, vous pas. Pour l'instant. Mais la vraie hostilité, ce sont ces parlementaires qui ne supportent pas de voir Le Point, France Inter, Le Parisien, Mediapart, Libération sortir des choses sur lesquelles ils n'ont plus de prise. Et là, on a un conflit de pouvoir qui est fondamental, mais qui est fondamental dans le fonctionnement d'une démocratie. Et c'est quelque chose qui marche. Je ne vois pas pourquoi on s'y attaquerait. Franchement, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans cette justice. La loi de 81, le procès de presse, c'est quelque chose d'exemplaire. Ça a sauvé la République à une époque où il y avait une presse raciste, antisémite, la libre parole. Ça a donné J'accuse dans l'Aurore et ça a donné une presse qui s'est mobilisée pour essayer de sauver la République face à d'autres qui, comme les réseaux sociaux d'aujourd'hui, trimballaient toutes sortes d'horreurs, parfois Renaud Le Guenec. Moi, je crois qu'on vit un moment assez grave, effectivement, peut-être, que la question n'est pas simplement de savoir si la presse écrit trop vite ou des choses méchantes sur un tel ou un tel. Moi, j'ai le sentiment que actuellement, on a la démonstration, je dirais, que la liberté d'expression est vraiment la condition numéro 1 de la démocratie, pas une des conditions, la condition première, c'est qu'on voit bien aujourd'hui que lorsqu'une démocratie a peur et se raidit, se crispe, la première chose à laquelle on touche, c'est la liberté d'expression. C'est QFD, c'est pas un hasard. Et Basile parlait de coups de boutoir. Moi, je suis impressionné, encore une fois, ce n'est pas forcément des choses qui sont coordonnées, volontaires, mais c'est bien là. On a cette attaque sur la loi sur la presse, et on a, si on peut en parler, au même moment, la semaine dernière, le 10 novembre, une décision du Conseil constitutionnel très importante sur un autre projet de loi qui concernait notamment le secret des sources, pour le renforcer. Et sans rentrer, sauf si vous voulez qu'on en parle dans les détails de ce projet de loi. Très important, sans les sources, nous ne sommes rien. Alors effectivement, le secret des sources, c'est vraiment, et notamment la Cour européenne des droits de l'homme l'a toujours jugé, c'est vraiment une des conditions les plus importantes de la liberté de la presse et d'expression, parce que sans secret des sources, la liberté d'expression n'est pas effective. C'est le secret des sources qui la rend vraiment réelle, effective, qui la rend procéduralement... Je vais donner juste un exemple très concret. Notre confrère des Jours, qui a été retenu en Turquie pendant 3 jours, détenu, Olivier Bertrand, avant d'être renvoyé en France, ce qu'il voulait savoir, c'est ses contacts sur le téléphone, ses sources. Bien sûr. S'en prendre à ceux qui lui avaient parlé. Parce qu'effectivement, on parlait de conflit de pouvoir tout à l'heure. Bien sûr, derrière la liberté de la presse, il y a la presse comme contre-pouvoir, évidemment. Et le secret des sources, l'atteinte au secret des sources des journalistes, c'est vraiment là que se cristallise cette lutte de pouvoir. Soyons concrets. Cette loi la protégeait mieux. Alors, cette loi, concrètement, le secret des sources est protégé actuellement par une loi qui date de 2010, il y a 6 ans, qu'on appelle la loi Dati, parce que Mme Dati était garde des Sceaux à l'époque, et qui dit, pour l'essentiel, qu'on ne peut porter atteinte au secret des sources que pour un motif prépondérant d'intérêt public. Donc on peut y porter atteinte. Donc on peut y porter atteinte. Et l'intérêt public, c'est le pouvoir qui va décider. C'est très encadré, mais le juge au cas par cas voit s'il y a un motif prépondérant d'intérêt public. Alors évidemment, c'est une notion un peu floue dans laquelle on peut mettre un peu ce qu'on veut, qui du coup contentait à peu près tout le monde ou ne satisfaisait personne. C'est la même chose, mais c'était une notion assez floue. Et puis, dans un projet de loi récent, le gouvernement a voulu, et c'était une demande ancienne de tout le monde, des journalistes, des praticiens du droit de la presse, a voulu renforcer le secret des sources
en précisant un peu les conditions dans lesquelles on pouvait y porter atteinte. Et sans rentrer dans les détails, c'est un peu technique, le projet de loi prévoyait qu'on pouvait y porter atteinte uniquement pour prévenir ou réprimer des crimes ou certains délits graves à certaines conditions. De la loi belge voilà. de 2005, qui est une loi exemplaire. Exactement, la loi belge qui avait le mérite d'objectiver un petit peu les conditions. Il faut que ce soit vraiment pour protéger quelqu'un, pour empêcher exactement. Donc c'était un peu plus concret que le motif prépondérant, etc. Et donc la loi prévoyait ça. Et puis elle a été votée. Et des parlementaires de l'opposition ont saisi, comme c'est souvent le cas, le Conseil constitutionnel de cette loi. Et le Conseil constitutionnel a fait absolument table rase, a censuré toutes ces dispositions nouvelles sur le secret des sources. Donc on est revenu au point de départ. Il a tout censuré. En justifiant comment? Et alors, en justifiant, alors c'est des motifs un peu techniques, mais au début de sa décision, et c'est ça que je trouve extraordinairement inquiétant, le Conseil constitutionnel rappelle les principes de liberté d'expression, rappelle qu'évidemment il est constitutionnel, il est très important, mais avant d'expliquer un peu sa décision, le Conseil constitutionnel écrit que le secret des sources, en soi, n'est pas protégé par la Constitution. Le Conseil constitutionnel, la semaine dernière, a jugé que le secret des sources n'était pas, si on résume, un principe constitutionnel. Donc n'était pas un droit fondamental. N'était pas un droit fondamental. C'est extraordinairement inquiétant. Alors que la liberté de la presse l'est, normalement. Et c'est en plus absurde parce que la liberté d'expression est évidemment un principe constitutionnel. Il est dans la Déclaration des droits, c'est l'article 11, bien sûr. La Cour européenne des droits de l'homme nous dit depuis 25 ans, et c'est une réalité, c'est une évidence, que le secret des sources est à la base même de la liberté d'expression. Mais le Conseil constitutionnel nous dit que le secret des sources n'est pas constitutionnel. Voilà. Ce qui est une chose très grave. Voilà. Et par ailleurs, dans la décision, on a le sentiment, en la lisant bien, que la liberté d'expression est un petit peu reléguée en arrière-plan, derrière les autres principes, vie privée, secret des correspondances, secret de la défense nationale, intérêts fondamentaux de la nation. La manière dont c'est rédigé interpelle beaucoup quand même. On approche de la fin. Je voudrais vous poser à chacun, en commençant par Emmanuel Torgeman et en faisant un tour. Parlant du Conseil constitutionnel, puisque vous parliez de la peur des politiques, il faut rappeler que nous sommes dans un système de démocratie de basse intensité par plein d'aspects. La composition du Conseil constitutionnel en est un exemple. Un ancien président de la République y siège. Les deux autres non, mais Valéry Giscard d'Estaing, des anciens ministres et premiers ministres y sont, donc Laurent Fabius, Lionel Jospin, Michel Charasse, pour montrer que la composition est imprégnée aussi de cette vision liée au pouvoir politique. Vous êtes tous, dans la diversité de votre sensibilité et de vos clients, profondément attachés à ces libertés fondamentales. Comment expliquez-vous qu'au-delà du climat général, que ces régressions, vous n'arriviez pas, les défenseurs, tout ce soir, on a eu la CNCDH, on a eu on a rassemblé tous ceux qui sont des compétents comme vous, qui essayent de défendre ces libertés, et on n'arrive pas actuellement à enrayer la machine infernale. Bon, parce que pour reprendre ce que disait Marie-Laure tout à l'heure, il y a quand même un sentiment de peur qui est depuis les attentats et qui s'est répandu comme une trace de poudre. Qui, dans ces cas-là, donne le sentiment, à tort évidemment, au pouvoir politique et au pouvoir législatif notamment, qu'il faut tout se permettre. Oui, et qu'il faut restreindre, qu'il faut donner un sentiment pour montrer qu'on va aller dans le sens et qu'on va rassurer les gens. On a besoin de liberté de la presse et de liberté d'opinion pour se protéger, y compris des attentats. Mais vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin d'expliquer aux gens, au peuple français qui nous écoute ce soir, c'est pas une liberté qui protège des journalistes, elle protège une expression, c'est-à-dire qu'une personne dans la rue, qu'elle soit journaliste ou pas, elle est protégée de la même manière que tous les autres. Et que c'est évidemment, moi je suis quand même, je suis défenseur de la liberté de la presse, il n'y a pas de débat là-dessus, mais ce que disait Marie-Laure tout à l'heure, il faut le prendre en considération parce que c'est vrai que un article peut être catastrophique pour une personne. Et pas forcément que pour une personne médiatique, mais pour une personne particulière. Mais ça veut dire que plutôt que de s'attaquer au socle qui constitue vraiment notre démocratie, mettons en place des procédures plus rapides. Je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe en fait maintenant? Il y a un article dans la presse. La première chose qui se fait, c'est un communiqué qui va dire « Je poursuis en diffamation ».
dans 90% des cas, il n'y a jamais rien qui se fait derrière. Soit parce que la personne qui prétend qu'elle va poursuivre, elle sait que son dossier n'est pas bon, soit parce qu'il y a aussi un délai d'audiencement qui rend une poursuite impossible. Plutôt que de s'attaquer au corpus législatif, attaquons-nous aux procédures. Mettons en place des procédures rapides. Pour élever le niveau et la qualité et la responsabilité et pour l'expression. montrer que les gens peuvent parfaitement utiliser cette loi. Je veux dire, un blogueur, il est protégé par la loi. Il est protégé. Et le citoyen que le blogueur pourrait diffamer, etc., est protégé il aussi. Il est protégé, voilà. exactement. Au fond, je vais vous dire, le problème de cette loi, c'est que c'est une loi de protection. Et aujourd'hui, elle est vécue comme une loi de défense, comme une loi d'immunité. Et c'est ça qu'il faut expliquer. Que par le discours des politiques, bien sûr, mais par le discours des politiques, par aussi certaines décisions qui parfois ne sont pas comprises. Parce que l'exemple que donnait Renaud tout à l'heure d'une personne qui est poursuivie pour des faits de vol et on va requalifier pour escroquerie, on se dit mais pourquoi sur un fait comme ça? Mais la grande différence, c'est que la diffamation ou l'injure, c'est une affaire entre parties. Il n'y a qu'une seule personne qui peut dire finalement en quoi est-ce que son honneur ou sa considération est atteinte. Et il faut le dire que c'est une loi qui vise tout le monde et pas simplement une défense. Et quand on a peur, on a toujours tendance à vouloir restreindre les libertés. Marie-Laure Barré, un mot de conclusion. Oui, mais c'est ce que vous disiez, c'est qu'au-delà même de ce droit-là, c'est le droit à être informé. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que les journalistes, ça nous concerne tous. C'est le droit à être informé et c'est à ça qu'on essaye de toucher. Je ne sais pas, et en dehors de la peur, je ne sais pas pourquoi. Si ce n'est que nous sommes sur une pente répressive depuis des années, comme si au fond il n'y avait que des annonces de répression et de nouveaux textes qui pouvaient rassurer, qui pouvaient calmer, ce qui est une grave erreur. Ce chemin-là, il n'est pas uniquement sur le plan du droit de la presse, il est tous azimuts sur le droit pénal. On a une hémorragie de textes auxquels on ne comprend strictement plus rien. On a 15 000 infractions dans le code pénal. Les condamnations sont prononcées sur 200 textes exclusivement. Et aujourd'hui, on veut encore changer les choses alors que cette loi est équilibrée, qu'elle est protectrice et que... Et même d'ailleurs, les propositions qui sont faites sont incohérentes. Je crois que c'est Basile, tu évoquais c'est aberrant. C'est-à-dire que l'histoire de la requalification est quelque chose qui est vraiment important et on touche à l'essence même des droits de la défense. Vous êtes accusé de quelque chose, vous avez le droit de savoir précisément ce sur quoi vous êtes poursuivi. On vous dit, bon, c'est une escroquerie. Non, tout compte fait, ça va être un abus de confiance. Cette possibilité de requalification en droit commun, elle n'est pas très normale, parce que quand vous vous défendez sur une infraction, au fond, votre ligne de défense serait probablement un peu différente, et c'est pas une entourloupe, c'est pas une pirouette d'avocat, c'est une réalité. Quand vous vous défendrez pas de la même manière, parce que on ne vous reproche pas exactement la même chose. Les articles ne sont pas les mêmes, la procédure... Voilà, et ça n'est pas la même chose. Quand on vous reproche une injure, vous n'êtes pas en train d'essayer de rapporter la preuve de la vérité de ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est propre à la diffamation. Comment peut-on envisager une requalification alors qu'on a des régimes procéduraux qui sont totalement incompatibles les uns avec les autres? C'est là où cette loi, elle questionne, c'est que même de manière concrète et pragmatique, c'est pas possible. Voilà. Termine le tour. Je pensais en écoutant Marie-Laure Barré, puisqu'on parlait d'Henri Leclerc, qui est toujours une grande figure comme ça, et qui vous avez été à son cabinet. Henri Leclerc, qui dit à un moment, je parlais de ces délits d'opinion qui ont été sortis de la protection de la loi de 1881. Aujourd'hui, dans une société où expliquer, c'est déjà excuser, il citait l'actuel Premier ministre Manuel Valls, qui a fait l'éloge en clair de l'ignorance et du refus du droit de savoir, beaucoup de choses peuvent très vite devenir de l'apologie. Est-ce que, Basile Adder, on est rentré dans ce monde où demain, supposons qu'il y ait un pouvoir un peu plus autoritaire en France, en fonction des éditoriaux, des partis pris que fera Mediapart, nous nous retrouverons avec cette situation poursuivie pour apologie du terrorisme, parce que nous trouvons qu'il y a la persécution de certaines personnes, qu'il y a des choses qui sont illicites. Vous voyez bien, en lien avec, etc. C'est franchement une préoccupation majeure, parce que ce sont des acquis de haute lutte. Vous avez parlé de procédure pénale au début de votre émission. On a fait un recul avec cet état d'urgence de 50 ans. On est après-guerre. On est pendant les années de la guerre d'Algérie, vous voulez dire. Voilà, tout ce que nous avons porté par des réclamations, des protestations, tout d'un coup on a fait un recul. Il ne faudrait pas que sur le terrain de la liberté d'expression, il nous arrive la même chose.
Et en fait, ce dont je me rends compte avec mes collègues, c'est que il faut être sur la brèche tout le temps. Il faut être sur la brèche tout le temps. Et il faut aller expliquer les conséquences. Et je termine le petit passage que... Pas si petit, très argumenté dans votre tribune, dans le club de Mediapart. Non, en disant, attention, les kamikazes sont peut-être de notre côté. Ne nous renions pas. Il y a un socle de liberté, il y a un corpus de règles qui sont un acquis de notre République fantastique, qui fait de ce point de vue une République assez exemplaire dans le monde. Alors, bien sûr que ces attentats sont terribles et tout, mais ne nous tirons pas une balle dans le pied. Quel recul, ce serait... Et donc, sur le terrain de la loi sur la presse, qui n'a rien à voir avec les attentats, qui n'a rien à voir avec l'égalité, qui est quelque chose qui fonctionne, et je tente de l'expliquer dans ce papier, n'y touchons pas. Pourquoi mettre ces coups de butoir et tenter de la mettre à bas? J'ai trouvé ça très préoccupant que des parlementaires, nos représentants, aient une aussi grande méconnaissance des bienfaits de cette loi. Le Guinec, vous allez avoir le mot de la fin, parce que quand il y a cette offensive, au fond, saisissant la peur pour faire reculer les libertés fondamentales, je pense à ce moment fondateur très ancien, mais qui a laissé cette formule, les lois scélérates, sous une signature injuriste. En l'occurrence, c'était un jeune conseiller d'État, il s'appelait Léon Blum. C'était des attentats déjà, et pas n'importe lesquels, des attentats terroristes. Ils ont tué un président de la République, ils ont mis une bombe à l'Assemblée nationale, et ils ont mis aussi des bombes dans des cafés pour tuer, disait-il, le cochon de bourgeois. Ils ont été attrapés, ils ont été guillotinés, mais à cette occasion ont été adoptées des lois qui réprimaient le délit d'opinion. C'est ça, les lois scélérates, qui disaient si vous défendez des idées anarchistes et tout, vous êtes en train d'armer ce crime. J'ai parlé tout à l'heure de ces apologies de terrorisme, voilà, qui visent comme ça. Et donc, est-ce que nous sommes à ce moment semblable, où il y a cet engrenage, mais sans ce sursaut? Car quand il y a eu ce sursaut, 4 ans après, ça a donné les Dreyfusards, ça a donné ce combat pour... Nous serons protégés par nos libertés contre les factieux, contre les dangereux et tout. Est-ce que cette comparaison vous paraît provocante ou est-ce qu'elle est légitime? Non, elle n'est pas provocante. Et le terme que je retiens dans vos propos, c'est engrenage. C'est ça, c'est engrenage. C'est-à-dire que si on défend à ce point la loi sur la presse telle qu'elle existe, des principes comme le secret des sources, évidemment, c'est un combat qui peut paraître un peu évanescent, un peu théorique, un peu jargonnant, un peu juridique. Mais la réalité, c'est que si on défait tout ça, on met en place des outils qui peuvent être totalement inoffensifs si personne ne les utilise, mais qui, aux mains d'un pouvoir autoritaire effectivement, ou qui pourrait poursuivre des journaux pour apologie de ceci ou de cela, deviendraient effectivement très très graves. C'est-à-dire que donc la réponse à votre question, c'est que je dirais qu'on n'a pas encore basculé dans ça. On en est, j'espère, encore à peu près loin, mais il faut prendre garde à ne pas mettre en place des outils un peu délétères qui ruinent le droit de savoir et qui permettent à un pouvoir plus autoritaire un jour, effectivement, d'avoir ce genre de réflexes et de pratiques. Merci à tous. Vous avez bien compris, il ne faut pas se rassurer à bon compte. D'ailleurs, certains Américains se sont un peu rassurés à bon compte et ils ont eu l'élection de Trump. Donc il faut vraiment se sentir concerné et mobilisé par toutes ces questions qui ne sont pas des questions corporatistes. Il est peut-être... je ne sais quoi moins le quart, en tout cas la montre tourne et il faut faire attention à toutes ces libertés qui ont été si chèrement conquises et qu'on ne peut laisser remettre en cause au prétexte de la peur, de l'émotion. Vous êtes sur Mediapart, ce live hebdomadaire va se terminer. Je vous rappelle, nous ne vivons que grâce à vous. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de mécène, il n'y a pas d'argent et de subventions publiques. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Vous pouvez le faire actuellement, demain, tout de suite, à la minute, c'est 1 euro pour 15 jours, essayer Mediapart et le découvrir. Le prochain live est donc mercredi prochain, à 20h précise, et le grand débat, mercredi prochain, le 23 novembre, aura pour sujet, et nous ne sommes pas loin de ce dont nous avons parlé aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ceux
qui sont privés de liberté, qui payent leurs dettes à la société, mais il n'en reste pas moins des citoyens. Nous allons parler des prisons. Nous allons parler du sort des prisonniers, nous allons parler de la multiplication du tout carcéral, nous allons parler de cette logique où la seule peine devient de plus en plus la prison et qu'il n'y en aurait pas d'autre. Bref, rendez-vous sur Mediapart tous les jours, 3 éditions par jour, tous les jours de la semaine, et rendez-vous pour les lives la semaine prochaine à 20h, ici même, ou autrement, vous pouvez continuer à les regarder en replay. Merci.